Allez, aujourd'hui, on ouvre le chapitre 4 qui va plutôt s'intéresser à l'organisation sociale du monde créé par Martine comparé à l'organisation sociale du monde de l'Occident médiéval. Cette population, dans l'Occident médiéval, elle est divisée en 3 groupes bien différents. Il y a le groupe du tiers-état qui va être composé en grande partie des paysans, mais également d'un certain nombre de bourgeois, les artisans et les marchands. Ils forment 90% de la population. Dans Game of Thrones, on les voit très peu. On entend parler d'un certain nombre de personnages, mais par exemple on entend parler de Gendry, mais on ne s'intéresse à Gendry que parce qu'il est le bâtard du roi, donc lié au monde des seigneurs. Littlefinger par exemple, mais Littlefinger et Varys dans une moindre mesure, sont des personnages qui relèvent également du tiers-état, mais qui n'intéressent Martine que par leur proximité au pouvoir. Le tiers-état, les paysans particulièrement, sont complètement absents de la série. Deuxième catégorie de la population dans l'Occident médiéval, le clergé, les hommes qui ont décidé de consacrer leur vie à la religion. Alors là, il y aurait beaucoup de choses à dire, tellement de choses à dire, que ça mériterait bien un épisode à part entière. Et il reste donc cette extrême minorité de personnes dans l'Occident médiéval, ceux qu'on peut appeler les seigneurs ou les nobles, clairement la classe dominante, et clairement ceux qui, dans Game of Thrones, vont être les ressorts principaux de l'intrigue. On va essayer d'expliquer un petit peu ce que c'est qu'un seigneur. Un seigneur, c'est par définition celui qui gère une seigneurie, et sur cette seigneurie, il encadre un certain nombre de vilains. Ces vilains ont des obligations, et lui a des obligations sur ces vilains. C'est lui, par exemple, qui va devoir régulièrement écouter ses sujets. Je suis désolé, j'aime bien savoir qui c'est qui vient se plaindre. Qu'est-ce que ça change? On fait semblant d'écouter, on dit qu'on comprend mais qu'on n'y peut rien, puis dans une heure on s'arrête pour aller casser la graine. Collecter les taxes et rendre la justice. C'est d'ailleurs quasiment comme ça que commence l'épisode 1. Lord of the Seven Kingdoms and Protector of the Realm. I, Eddard, of the House Stark, Lord of Winterfell and Warden of the North, sentence you to die. Chose qui apparaît beaucoup moins comme obligation du seigneur envers ses vilains, c'est la nécessité de protéger et de faire vivre en bonne intelligence ses vilains. Ça nous amène encore une fois à dire que ce monde médiéval dans lequel Martine va puiser la principale source de son inspiration, il la voit d'une certaine manière. Il est en plein dans cette légende noire du Moyen-Âge. C'est quelque chose que les historiens essaient de déconstruire depuis un certain temps, notamment Jacques Le Goff qui lui plaidait pour un autre Moyen-Âge, un Moyen-Âge qui va être débarrassé de toute cette légende noire qui a été créée a posteriori. Elle va être créée, cette légende noire, à partir de la Renaissance et de la période moderne, justement pour montrer que la période qu'il vivait actuellement était vraiment une grande période de progrès et que ce qui se passait avant c'était vraiment trop nul. Il faut réussir à déconstruire cette image. Alors il va pas être bien entendu question de dire que tous les seigneurs sont des bisounours et que la violence n'existe pas au Moyen-Âge, mais la violence a un cadre à cette époque-là, et si on ne comprend pas ce cadre, on va avoir beaucoup du mal à appréhender cette période. En fait, Game of Thrones représente l'univers des seigneurs d'une manière très manichéenne. Il va y avoir d'un côté les bons seigneurs et de l'autre côté les très mauvais seigneurs. Cette vision manichéenne, elle était également utilisée de manière assez pédagogique au Moyen-Âge. Sur cette fresque par exemple, on va avoir très clairement une opposition entre le bon seigneur et le mauvais seigneur. D'un côté, on a le seigneur qui sort de son château, qui croise en bonne intelligence ses vilains, qui apporte des marchandises, sans doute des taxes. Le reste de la seigneurie fonctionne, on voit une certaine opulence dans les champs sont pleins de blé, on a du bétail. On est dans quelque chose qui fonctionne. De l'autre côté de la fresque, là par contre, on va avoir un seigneur loin géographiquement, en position de supériorité et qui ne protège pas sa seigneurie. On voit des troupes, on voit que la violence est omniprésente, les champs sont ravagés, les fermes sont en feu. Il y a donc cette opposition entre le bon et le mauvais seigneur. Dans Game of Thrones, le bon seigneur et le mauvais seigneur s'incarnent dans les maisons Stark et les maisons Bolton. Quand les Stark utilisent la violence, ils l'utilisent dans un cadre, dans le respect des traditions et surtout avec un grand sens des responsabilités. I understand why I did it, John said he was a deserter. but do you understand why I had to kill him? Oh, where's the old way? The man who passes the sentence should swing the sword. À l'extrême inverse, les Bolton, eux, utilisent la violence d'une manière inédite, d'une manière démesurée, sans responsabilité, à tort et à travers. Ils sont vraiment dans la caricature noire du seigneur. I sent you there to collect taxes, not bodies. Lord Cowan refused to pay. I flayed him living, along with his wife and brother. Made his son watch. And? The new Lord Cowan paid his taxes. D'ailleurs, Ramsay Bolton, il est né comment déjà? She was the miller's wife. Apparently they'd married without my knowledge or consent. So I had him hanged. And I took her beneath the tree where he was swaying. She fought me the whole time. A year later, she came to my gates with a squalling baby in her arms.
A baby she claimed was mine. Eh bien, cette image d'Épinal du Moyen-Âge, elle est tellement connue qu'elle va être utilisée dans d'autres films que vous savez sans doute également déjà vus. I come to claim the right of Prima Nocta. As lord of these lands, I will bless this marriage by taking the bride into my bed on the first night of her union. Oh, by God, you will not! Dans les deux cas, c'est la tarte à la crème du Moyen-Âge, de ce sombre Moyen-Âge. On est sur le mythe du droit de cuissage. Eh bien, on n'en a jamais retrouvé la trace dans les sources. C'est sans doute une invention des siècles postérieurs pour vraiment noircir ce Moyen-Âge et proportionnellement éclairer la période moderne. Il y a beaucoup d'autres mythes aussi qui circulent sur le Moyen-Âge et qui n'ont jamais été attestés par les sources. Il y a par exemple ce... Comment ça s'appelle déjà le machin qu'il utilise avec une clé? Une ceinture de chasteté. Voilà, donc un site de chasteté. Nous, on est en train d'en faire forger une. Eh bien ça non plus, on n'a aucune preuve que ça ait réellement existé. On a une seule référence dans les sources historiques, c'est un ouvrage qui date du XIVe siècle, de la fin du XIVe siècle, donc très tard par rapport au Moyen-Âge, qui s'appelle le Belli Fortis, écrit par Konrad Kieser. En fait, la ceinture de chasteté, il y a de fortes chances que ce soit une invention des libertins au XVIIe siècle pour leur soirée. Par contre, il y a quand même un certain nombre de points où la série représente parfaitement l'univers des seigneurs au Moyen-Âge. On va en retenir au moins deux. L'organisation pyramidale de la société. Les seigneurs ne sont pas des seigneurs isolés chacun dans leur château. Ils ont tous tissé des liens, qu'on appelle des liens féodo-vassaliques. Le mot fief ou le mot vassal n'apparaissent jamais dans la série, mais tout a l'air de fonctionner comme ça. Et avec un petit peu d'attention, les sites spécialisés, vous verrez, tracent sans aucun problème la liste de tous les vassaux des Stark. On aurait par exemple les Karstark, les Bolton, les Glover. Les Mormons sont des vassaux des Stark qui donc à chaque fois que leur seigneur leur demande doivent être capables de mobiliser des troupes pour venir en aide à leur seigneur. L'autre point sur lequel la série colle parfaitement à la réalité, c'est ce mode de vie des seigneurs, ce mode de vie très opulent. Ils doivent dans leurs vêtements, dans leur mode de vie, dans leur manière de s'exprimer, très clairement montrer leur supériorité. Ils vont organiser un très grand nombre de fêtes, de banquets, de joutes. Et ça, c'est relativement bien traité dans la série Game of Thrones, à tel point que maintenant, on a des images de Game of Thrones dans les manuels d'histoire. Je suis sur le livre scolaire niveau 5e et nous avons ici une représentation du tournoi de la main de la saison 1. Autour de ces seigneurs vont graviter un certain nombre d'hommes de guerre, de chevaliers qui eux vraiment se consacrent au combat. Les chevaliers qui seront le sujet du prochain épisode du chapitre 4.